c'est tard pour moi, j'ai passé tout ce temps. Quels sont les points en commun entre les trois fonctions que vous avez exercées à l'université, c'est-à-dire en tant que président, chercheur et professeur? Non, chercheur et professeur, moi je ne les sépare pas, étant donné que le principe de l'université, c'est d'enseigner des choses qu'on est tous en train d'inventer. Par conséquent, la recherche nourrit l'enseignement. Et même l'enseignement aide à finaliser la recherche. C'est-à-dire, moi j'ai toujours besoin, à un moment donné, de confronter, d'essayer les modèles ou les solutions que j'élabore en les présentant à des jeunes qui ne les connaissent pas. Et c'est en général à ce moment-là qu'on s'aperçoit que c'est pas clair, que le raisonnement est incomplet. Vous savez, quand vous êtes en train d'expliquer une théorie sur laquelle vous travaillez depuis un an, et puis qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça, peut-être que ça ne se voit pas, mais dans la tête, on est en train de se dire, qu'est-ce que je suis en train de le dire? Est-ce qu'il ne manque pas une étape? C'est pas bien solide ce que je suis en train d'expliquer. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, c'est saisissant la différence. Quand on le fait tout seul et quand on l'essaye avec des groupes d'étudiants, la différence est considérable. Donc, pour moi, ce n'est pas deux fonctions différentes. Celles-là, elles se soutiennent l'une l'autre et je ne les ai jamais considérées comme séparables. Alors c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui ne font pas d'enseignement, il existe aussi des enseignants qui ne font pas de recherche, mais je crois que le fond de la justification de l'université, c'est la solidarité entre recherche et enseignement. Il y a en France des écoles où il y a des enseignants, des écoles supérieures, il y a des enseignants très compétents qui ne font pas de recherche. Les étudiants ne découvrent pas de recherche. Mais ça, ce sont des méthodes d'enseignement qui sont de la reproduction. On reproduit indéfiniment le même modèle. Voilà. Alors après, les fonctions de responsabilité, je vais dire que le rapport avec le métier de base, il est multiple. Le premier rapport, c'est que il y a une tradition de l'université depuis le Moyen-Âge. Depuis que l'université s'est détachée du pouvoir religieux, une tradition d'autogestion et d'indépendance. À détacher du pouvoir religieux et du pouvoir royal d'ailleurs, et partout dans le monde. Alors, toutes les universités et tous les systèmes universitaires ne se sont pas détachés dans le monde des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, ça je le sais très bien. Mais le fondement de l'invention de l'université moderne, c'est cette prise d'indépendance. Et dans tous les pays où ça s'est produit, il y a eu des situations conflictuelles qui ont conduit à l'indépendance des universités par rapport au pouvoir. En France, par exemple, au Moyen-Âge, les universitaires ont quitté Paris, ils sont allés s'installer à Orléans, à un moment donné, au Moyen-Âge. À Bologne, je ne sais pas comment ça s'est passé, enfin bon, en tout cas dans les pays, il y a eu cette... Et donc, quand on croit à cette valeur-là d'indépendance, on doit croire à la valeur d'autogestion, c'est-à-dire les universités sont gérées par des universitaires et pas par des professionnels de la gestion, sont gérées par des universitaires qui sont choisis par leurs collègues. Eh bien, il faut jouer le jeu. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand on croit à quelque chose, on n'est pas simplement spectateur. Voilà. Moi, mais même pour des tâches qui étaient beaucoup plus modestes, directeur du département, responsable du diplôme, vice-président du conseil scientifique, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, voilà. Et donc toujours, parce que pour moi, c'est la meilleure manière de défendre le principe de base, parce que si des gens qui ont réussi en tant que chercheurs et professeurs ne consacrent pas du temps à la gestion collective, il va y avoir que les mauvais chercheurs qui publient jamais, ou les mauvais enseignants qui vont le faire, ce qui équivaut à se donner des soi-disant professionnels de la gestion. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, dans ces conditions-là, j'ai toujours considéré que mon activité de professeur-chercheur, c'est ce qui me donnait la légitimité pour diriger, pour présider, la légitimité, c'est-à-dire on pouvait me croire, ou on pouvait me faire confiance, parce que je connaissais de l'intérieur le métier.
c'est la même chose, mais c'est vu d'une autre manière. Donc j'ai toujours considéré que c'était pour moi la source de légitimité. Et c'est la raison pour laquelle, alors que j'avais des fonctions qui étaient extrêmement prenantes, je n'ai jamais cessé de faire de la recherche, d'avoir des doctorants et de faire quelques cours, parfois pas beaucoup. Jamais je n'ai cessé, parce que c'est là qu'on trouve la légitimité. Et enfin, je pense que quand on est sémioticien, alors c'est intéressant de diriger de présider des conseils, de diriger des réunions, de regarder les gens parler, agir, de regarder les tactiques, les stratégies, etc. Donc le sémioticien, de temps en temps, il est sémioticien en tant que responsable, en tant que président. Mais je pense que le sociologue serait aussi lui intéressé, enfin le psychologue. En tant que sémioticien, parfois je me suis amusé dans ces fonctions. Et c'est la dernière question. Oui. Donc finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, que vous voudriez dire et qui n'a pas été abordé dans cette interview? Bon, écoutez, je voudrais dire deux choses. Je ne sais pas comment les gens, et les Brésiliens en particulier, me perçoivent comme sémioticien, mais il est possible qu'ils me perçoivent comme un grémacien standard. C'est-à-dire que grémacien au sens où je suis toujours dans la ligne de Grémace. Et je voudrais dire une chose à ce sujet. Moi, je considère que la recherche et la vie académique, c'est une question de transmission. C'est comme, si vous voulez, dans la Bible, il y a la parabole des talents. Vous savez, celui qui donne des talents, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a celui qui les garde précieusement, qui n'en fait rien, et qui les restitue, et il n'est pas très bien vu. Et il y a celui qui fait des choses avec, qui spécule, qui vend, qui achète, qui les fait travailler, ses talents, et celui-là, il est très bien vu. Et donc, moi, je me place plutôt du deuxième côté, c'est-à-dire, j'estime que Grémas et tous les collègues qui ont travaillé dans le même groupe que lui, ils m'ont donné quelque chose, et donc c'est une sorte de dette. La dette, il faut la retravailler pour la transmettre à d'autres. Donc voilà, c'est pas une sorte de fidélité orthodoxe, pas du tout, moi j'ai pas un esprit orthodoxe, mais en revanche une fidélité à un cadeau. Il y a eu à un moment donné un grand cadeau qui a été fait, et ce cadeau-là, je me donne comme tâche de le transformer, de le transmettre à d'autres dans un état qui soit acceptable pour eux. Ce qui ne m'empêche pas de faire mon chemin personnel dans cette affaire. Hein. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est plutôt adresser à tous les jeunes brésiliens un grand encouragement, en espérant que leur pays ait une situation économique meilleure qui leur permette de profiter de leur thèse, enfin ensuite, dans des conditions acceptables. Mais je pense qu'il y a une jeunesse sémiotique au Brésil qui mérite non seulement qu'on s'intéresse à elle, mais qu'on l'encourage très, très, très chaleureusement. Par rapport à la première chose, au premier point, je pense de ce que je aperçois ici par rapport aux autres chercheurs brésiliens, je pense qu'on vous voit en tant qu'un des chercheurs qui continuent et qui avancent la théorie, un de ceux qui ont la légitimité, ils les font, mais pas comme dans le sens strict de... Non, je ne me sens pas strictement grémacien, ni orthodoxe. Oui, non, ça je sais bien, mais il y a des chercheurs, il y a des sémioticiens qui se déclarent volontiers, désormais, comme éloignés de Grémas, après avoir travaillé avec lui. Moi, je ne sais pas si je m'en éloigne, mais enfin, je pense que faire vivre la pensée de quelqu'un ou de quelques-uns, c'est à la fois la porter puis la transformer. Mais en même temps, c'est la réponse que je vous faisais tout à l'heure, je crois qu'on arrive à un moment où il va falloir retransformer assez profondément et repartir, refonder en quelque sorte à la base ce qu'on veut faire avec la sémiotique. Parce qu'on ne pourra pas durer encore 20 ans sur le chemin dans lequel on est. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Au nom du groupe. Et l'interview, vous allez le remonter, j'imagine, non? Parce qu'il y a des plans, il y a des... Vous allez le reproduire tel quel? Non. Non, en fait, un montage. On peut. Oui. Oui, on fait un peu. Mais
Et vous les mettez à disposition sur le... Sur le site de Jésus aussi. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Vamos fazer Ma foto de todo mundo? On prend une photo avec la sauce. Maintenant, je vais aller faire une petite visite au MASP. Ah, super. Alors, Vous connaissez déjà? non, pas du tout. Você vem também? Tá com a todo mundo? Depois eu falo.